Oui, Alors normalement, tu peux parler, mais je crains que je n'arrive pas à te voir en fait. c'est pas bien grave parce qu'en fait, la photo qui apparaît, c'est mon meilleur profil. Tu fais un peu figé comme ça, si je peux me permettre. Mais bon, Je pense bah, qu'on va écoute, s'adapter, hein. oui, exactement. Il paraît que c'est le moment où il faut un peu d'agilité. Et ben Euh, voilà. voilà, eh ben on va essayer d'en faire preuve. Alors, je regarde, ben, il y a déjà, voilà, déjà pas mal de monde. Il manque une dizaine de personnes, mais ce qu'on va faire, c'est que, bon, je pense que voilà, ça arrive petit à petit. Du coup, bah, écoute, Philippe, je pense qu'on peut commencer, hein. OK. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Alors du coup, vous ne me verrez pas en live, mais c'est pas grave, on aura l'occasion de se voir une autre fois. On est véritablement ravis, Nicolas et moi, de vous accueillir ce soir. Puis merci de vous être rendu disponible aussi rapidement. On va avoir une petite heure d'échange jusqu'à 19 heures autour de cette question, comment gérer la relation client-fournisseur dans la tempête. Alors peut-être qu'on va commencer par se présenter rapidement. Nicolas, tu veux commencer? Oui, ben, bonjour à tous. Donc Nicolas Gentil, je suis avocat. Nous avons fondé avec quelques personnes qui m'ont rejoint le cabinet Loi et Stratégie et nous sommes dédiés aux relations contractuelles. Voilà, donc on regarde beaucoup les relations verticales. Nous sommes quatre personnes, Anthony Bourgerie, Jessica Ramon, Isabelle Manourier et moi-même. Parfait. Donc, moi, je m'appelle Philippe Duvossel, je suis consultant. Je travaille aussi avec une équipe courte mais efficace. Nicolas et moi travaillons depuis quelques années ensemble autour de l'utilisation du cadre réglementaire dans la négociation. Pour ce qui me concerne, moi, ça fait 15 ans que j'interviens auprès des clients sur des stratégies de négociation. Je suis coach aussi, bien sûr, et je fais du conseil en organisation et en stratégie. Avant de débuter, Nicolas et moi, souhaitions vraiment vous adresser un message de sympathie. Vraiment, nous espérons que vous trouvez et que vous trouverez dans les semaines à venir les ressources nécessaires pour traverser cette période difficile dans les meilleures conditions pour vous et pour vos proches, et que vous pourrez compter sur le soutien et l'entraide de chacun et de tout le monde. Par cette crise, finalement, elle nous renvoie, tous autant que nous sommes, une forme d'humanité que parfois dans les relations client-fournisseur, nous avions l'habitude d'oublier un petit peu. Et du coup, c'est une excellente transition vers le sujet de ce soir. Comment cette crise exceptionnelle qui bouleverse l'ensemble de nos fonctionnements, quelle que soit notre organisation, personnelle ou professionnelle, on va rester sur le côté professionnel, cette crise bouleverse nos organisations, nos fonctionnements et nous demande énormément de créativité, énormément de self-control, de sang-froid, mais aussi de courage et d'imagination pour essayer de traverser de la meilleure manière possible les quelques semaines qui sont devant nous. On ne sait même pas combien de temps cette crise va durer. C'est vraiment très aléatoire et personne ne peut faire le pari aujourd'hui de la durée de cette crise. Donc, nous, Nicolas et moi, nous sommes dit que c'était aussi une excellente occasion de partager avec vous ces problématiques, c'est-à-dire comment cette crise peut nous aider à repenser les relations que nous entretenons avec nos clients et avec nos fournisseurs, et à travers peut-être l'expérience que nous partagerons avec ces partenaires commerciaux, hein, mais aussi avec les partenaires sociaux, à travers cette expérience, comment cette expérience pourra nous être utile, bénéfique pour l'après-crise. Et c'est vraiment le sujet qui nous importe, même si dans le cas présent, nous sommes tout à fait conscients qu'il y a énormément, un nombre incalculable de problématiques à affronter, à régler. Il n'en demeure pas moins que la manière dont nous allons nous comporter les uns les autres pendant cette période-là va avoir une incidence sur les relations que nous allons entretenir par la suite avec ces partenaires, clients ou fournisseurs. Voilà. Dans ces relations-là, jusqu'à maintenant, il y a
un cadre juridique qui nous aide énormément à gérer ces relations dans des situations, on va dire, à peu près habituelles. Donc, une des questions qui se pose, c'est est-ce que le cadre, et ça fait partie des questions que vous aurez tous posées, est-ce que le cadre juridique actuel, celui qui est en vigueur, est d'une quelconque utilité ou est toujours d'actualité dans la crise que nous connaissons tous? Et si oui, comment on peut s'en emparer? Donc, là, je vais du coup passer la parole à l'expert, Nicolas. Oui, merci Philippe. Alors j'ai deux messages personnels. Un message pour Olivier qui me recommande de ne pas trop me toucher le visage en ces périodes de Covid-19, donc merci beaucoup. Et puis un deuxième message, Philippe, je t'ai renvoyé l'invitation des panélistes. Donc regarde quand même dans ta boîte email si tu as Ouais, reçu quelque chose. Voilà. d'accord. Alors, effectivement, il y a déjà un sujet qui se pose, ce qu'on a vu là sur ces derniers jours, très clairement, finalement un peu dans notre observatoire, hein, de notre petite fenêtre de cabinet d'avocats, c'est bien évidemment, ça ne surprendra personne, les questions qui nous sont posées aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles qui nous étaient posées la semaine dernière ou il y a 15 jours. Ce qu'on remarque dans les attitudes des uns et des autres, c'est qu'il y a beaucoup de questions finalement autour de l'état de droit. C'est-à-dire de se dire, finalement, dans cette période exceptionnelle que personne n'avait vraiment prévue, sauf les plus pessimistes, a-t-on encore les mêmes références, a-t-on encore les mêmes lois, doit-on fonctionner de la même manière? Et en fait, ce qui est très important, déjà, c'est que la force majeure, on en reparlera, parce que c'est sans doute un des termes après Covid-19 qui doit être le plus recherché sur Google, la force majeure n'emporte pas tout. Ça, c'est un premier point. Donc, l'état de droit demeure, les contrats demeurent, la justice demeure, les risques demeurent. Il y a aussi un élément, c'est qu'on est juridiquement dans une situation inédite. Alors, pour ceux que j'ai déjà pu rencontrer, notamment dans des formations que nous avons animées avec Philippe, il y a un point qui finalement est très important, c'est de se dire, je pense que Philippe est arrivé, voilà, on te voit. Ah, c'est merveilleux. Ben Voilà. voilà, finalement, je n'avais pas Voilà. séparé. C'est quand même sympa. Voilà, je me sentais un peu seul. Euh, c'est de se dire que finalement le droit, ce serait une sorte de science exacte et que à partir du moment où on se pose une question, la réponse est simple, est-on face à un cas de force majeure ou pas? Mes contrats doivent-ils encore être exécutés en tant que tels ou pas? Et on pourrait penser que finalement il y a une réponse absolue. Et nous, on est plongé dans un monde de perplexité comme vous. On pense très clairement que ce qui concerne par exemple la jurisprudence, il y aura avant l'épisode que nous vivons et après l'épisode que nous vivons, très clairement. Donc il y a plein de réponses que nous n'avons pas parce que la situation à laquelle nous faisons face, on ne l'a jamais étudiée. Je vais juste vous donner comme ça un petit exemple. La plupart d'entre vous ont eu à négocier des contrats. Alors, parmi vous, il y a beaucoup de juristes, mais il n'y a pas que des juristes et tous ensemble, puisqu'on s'intéresse aux relations fournisseurs-clients, on se pose la question des contrats. C'est très rare que la clause de force majeure fasse l'objet d'une discussion très approfondie, même d'une attention très approfondie. Voilà. Et demain, ça sera sans doute moins le cas, elles seront sans doute plus travaillées et même la consistance de la jurisprudence va sûrement évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement schématiquement dans l'heure qui nous est impartie? Premièrement, c'est de se rappeler de quelque chose de fondamental. Le contrat forme la loi des parties. Pour les spécialistes, c'est l'article 103 du Code civil. Et ça, c'est très important. Donc, nous sommes liés par une loi que nous avons décidé, convenu d'un commun accord avec notre client, qui est le contrat. Ce n'est pas parce que nous avons un contrat que nous sommes dans toutes circonstances obligés de l'exécuter. Il existe un certain nombre de dispositions qui permettent d'éviter d'exécuter un contrat. Parmi ces dispositions, on a par exemple la force majeure. La force majeure, c'est une question qui est délicate, comme je vous le disais, parce qu'elle n'a pas été forcément étudiée. D'abord, pour couper court à une impression qu'on peut avoir quand on lit des articles de personnes pas forcément très spécialisées, c'est l'impression que l'État aurait déclaré l'état de force majeure comme l'État aurait pu déclarer l'état de catastrophe naturelle.
Ça n'a absolument rien à voir. La catastrophe naturelle est un système assurantiel précis qui répond à des normes et à une réglementation. La force majeure, c'est avant tout la question du rapport entre les parties. L'État a effectivement déclaré l'état de force majeure, si je puis le dire ainsi, a déclaré la force majeure depuis le 29 février dernier, mais dans un cadre qui est très précis, qui est dans le cadre des contrats qui lient l'État et ses co-contractants publics, mais surtout privés, en considérant qu'à partir du 29 février 2020, il ne pourrait plus y avoir de pénalité. Voilà. Et j'ai envie de dire, question législative à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout. Il n'y a rien de différent, quand je disais législatif, plutôt réglementaire, il n'y a rien de différent aujourd'hui à ce stade. En fait, les entreprises privées vont devoir regarder la question vraiment au cas par cas. Au cas par cas, obligation par obligation, suis-je dans un cas de force majeure? Alors, c'est quoi la force majeure? La force majeure, alors je reprends l'article que je connais bien évidemment pas par cœur, mais qu'on va finir par retenir à force. Les En chances. fait, ouais, à force, ça évoque un événement qui, échappant au contrôle du débiteur et qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Hein. Donc, ça doit échapper au contrôle du débiteur, ça ne doit pas pouvoir être raisonnablement prévu, ce qu'on appelle, nous, imprévisible, dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées, c'est ce que nous, on appelle irrésistible. Échapper au contrôle, imprévisible, irrésistible. Euh, la question, c'est est-ce que le Covid-19 est un cas de force majeure? Ben ça dépend vraiment de sa situation. Est-ce que, pour moi, le Covid-19 ne pouvait être raisonnablement prévu, c'est-à-dire est-ce qu'il était imprévisible, est-ce qu'il était irrésistible, est-ce qu'effectivement il échappe à mon contrôle, et puis dernier élément qui est très important, est-ce qu'il m'empêche d'exécuter mes obligations? Et ça, bien évidemment, on voit bien que tout le monde ne sera pas dans la même situation. Puis il y a un deuxième point, alors je trouve beaucoup plus délicat, et c'est sûr qu'on va avoir besoin de creuser, hein, parce que là, avec toute l'équipe, avec Philippe également, on creuse finalement depuis qu'on est face à cette situation. Moi, j'ai vu beaucoup de choses écrites autour de l'épidémie, est-elle un cas de force majeure ou pas? Et moi, je pense que ce n'est pas le sujet de l'épidémie. Le sujet qui nous préoccupe, nous, sont les mesures gouvernementales. Ce que j'espère, et bien évidemment, je touche du bois, j'ai du bois ici, oui, qu'il n'y ait personne d'entre vous qui soit durement atteint par cette épidémie. Et pour autant, on est tous autour de la table, entend parler du sujet, et on parle de quoi? Le sujet n'est pas l'épidémie, le sujet, ce sont les mesures gouvernementales de confinement qui nous empêchent les uns les autres de pouvoir continuer à travailler, donc exécuter nos contrats de la même manière. Et autant personne ne pouvait dire, surtout depuis le 29 février dernier, que l'épidémie n'arriverait pas en France, elle était là et on savait qu'elle causerait un certain nombre de dommages. Autant je pense que ceux qui, le 29 février 2020, pouvaient dire « moi je sais » et dans 15 jours, globalement, la France sera complètement à l'arrêt, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient clairvoyants, mais pas nombreux. Et donc, c'est ça ce sur quoi on va s'interroger, c'est ma force majeure, ma force majeure par rapport effectivement à ces, zut, ça y est, j'ai perdu le terme, mesures gouvernementales. Voilà, par rapport à ces mesures gouvernementales. Vous allez vous trouver en fait dans deux situations. Première situation, vous avez un contrat qui prévoit la force majeure. Et donc, il va falloir regarder comment est rédigé ce contrat. Le contrat, généralement, il fait deux choses. Il peut redéfinir la force majeure. Hein, on a vu, c'est échappant au contrôle, imprévisible, irrésistible, qui empêche d'exécuter le contrat. Mais on peut très bien le définir autrement. Ça, c'est la liberté des parties. On y reviendra tout à l'heure. Liberté contrôlée, mais liberté quand même. Donc ça, on a le premier point autour finalement de cette question, hein, de la définition de la force majeure. Puis après, on peut avoir des clauses. Et vous avez un certain nombre de clauses qui ont prévu, en général, que l'épidémie était un cas de force majeure. Il faudra appliquer ces clauses. Alors, appliquer ces clauses, bien évidemment, en regardant exactement comment elles ont été rédigées, et on y reviendra. Mais il y a peut-être un point qui est fondamental pour moi, c'est vraiment de ne pas croire que nous sommes libérés de l'ensemble de l'exécution de nos obligations. Nous sommes seulement libérés de l'exécution des obligations que nous ne pouvons plus exécuter, si tant est que les autres
critère de la force majeure soit là. Et par exemple, si vous avez une clause de force majeure qui prévoit que vous devez informer l'autre partie, ça semblera évident à certains et pas forcément à d'autres, il faut informer l'autre partie de ce cas de force majeure. Mais si vous avez au sein de votre contrat, une disposition qui prévoit que vous avez le droit de refuser une commande, mais vous devez informer l'autre partie dans un certain délai, moi, je vous conseille de le faire. Après, on pourra toujours dire, oui, mais finalement, ce n'était pas nécessaire. OK, peut-être, hein, peut-être. Ça dépend vraiment comment est rédigé le contrat. Mais c'est une vraie question qui va se poser. Donc, vraiment une question autour de l'exécution stricte de la clause. Et ça, c'est une première recommandation qu'on pourrait vous donner avec Philippe. C'est la nécessité d'aller voir très précisément ce qui est dans vos contrats. Voilà, très précisément. Je sais que ce n'est pas forcément l'urgence et je comprends qu'un certain nombre d'entre vous soient soumis à la pression de devoir exécuter, on va dire, presque le b.a.-ba du contrat, c'est-à-dire les éléments basiques. J'essaye de livrer des produits, j'essaye de rendre des services, voilà, j'essaye d'obtenir l'approvisionnement qu'il me faut, etc. Je comprends ça, mais vraiment, je pense que ça n'est pas du temps perdu d'aller regarder ça. Pourquoi? C'est que nous allons rencontrer plusieurs phases. Aujourd'hui, on est concentré sur, on va exécuter ce qu'on peut exécuter, bien évidemment. On va ensuite rencontrer d'autres phases où j'ai envie de dire, les uns et les autres vont regarder leurs intérêts et en regardant leurs intérêts, vont peut-être considérer qu'on n'a pas exécuté le contrat comme on aurait dû l'exécuter et que notre responsabilité est engagée et que du coup, on devra répondre de cette responsabilité. Donc, je pense que c'est vraiment important de faire un screening des contrats pour dire, voilà, et moi, je ferai un screening en faisant le tri. Voilà ce que je ne peux pas faire et voilà ce que je dois faire en termes d'information par rapport à ça. Voilà ce que je peux faire, continuer à faire et voilà ce que je dis. Bien évidemment, et Philippe voudra peut-être dire 2 mots à ce propos, bien évidemment, indépendamment de l'obligation de collaboration évidente, hein, collaboration évidente avec ses partenaires, parce que c'est comme ça que l'on doit effectivement construire sa relation en tout temps et encore plus en période de crise. Voilà. Et je pense que c'est important, donc je profite de l'occasion là, sur ce point-là. Il est important d'avoir une idée vraiment très précise de vos engagements contractuels, vos engagements réciproques d'ailleurs, hein, parce que c'est aussi important de regarder quels engagements vos clients ont vis-à-vis de vous-même, et enfin de votre entreprise, mais aussi de regarder quel engagement a votre entreprise vis-à-vis de ses propres fournisseurs, parce qu'on se rend bien compte avec cette crise-là que finalement on est vraiment dans une chaîne, hein, dans un ensemble systémique, c'est-à-dire on est vraiment dans un système où chacun dépend des autres et on le touche de très près. Donc il est important de revenir de manière très concrète et très pragmatique sur les engagements contractuels qui ont été pris à l'aube de cette crise. Et je pense encore plus important, il serait nécessaire d'y revenir avec vos partenaires. Ça me paraît tout à fait pertinent de pouvoir contacter vos clients, par exemple, pour dire ça serait intéressant qu'on revoie ensemble où nous en sommes les uns les autres, comment nous nous organisons dans nos entreprises respectives pour réagir, et j'allais dire presque jour après jour, et pour nous efforcer de préserver la continuité de l'activité. C'est l'occasion de partager avec nos clients de la manière dont chacune de nos organisations prend en compte ces phénomènes-là, et aussi de partager autour de ce contrat qui nous lie, qui est un contrat qui nous lie, qui lie toutes les parties. Donc, de regarder ensemble comment on va pouvoir, au fil du temps, là, au fil des jours et au fil des semaines, s'ajuster, toujours en ayant pour objectif et pour cible le respect de nos engagements réciproques, mais dans la mesure de nos possibilités. Donc là, la communication va être très importante. Et dans la communication, parce que j'en vois qui posent des questions sur doit-on envoyer des courriels, des messages, etc. Oui, je pense que plus que jamais, la communication écrite, la formalisation, en fait, va être importante, parce que quand l'heure du bilan arrivera, c'est-à-dire que quand dans quelques semaines, dans quelques mois, nous nous retrouverons entre partenaires commerciaux pour faire le bilan de la manière dont nous avons pu ensemble, ou l'un contre l'autre, il vaut mieux être ensemble dans cette période-là, passer cette difficulté, nous ferons le bilan, nous regarderons un peu voilà, quels sont les dégâts et puis où est-ce qu'on en est dans l'application de nos contrats. Donc, tout ce que vous aurez formalisé dans vos échanges pendant cette période-là seront des pièces qui seront extrêmement intéressantes en complément des accords contractuels, en complément de la formalisation que vous avez déjà à travers vos contrats,
pour donner des preuves de la manière dont vous avez réagi, interagi de manière constructive, volontaire. Et ce qui vaut pour vous avec vos clients, vaut aussi pour vous avec vos fournisseurs. C'est exactement la même chose. On est dans le même cas de figure. Voilà. Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Non, non, voilà, je partage complètement. Je pense qu'effectivement, les échanges qu'on doit avoir avec nos clients doivent s'attacher au contrat. Mais je pense qu'il est important dans cette période-là de montrer aussi qu'il y a une vraie mobilisation à exécuter le contrat au mieux possible, hein. Ça me semble important. Je ne pense pas qu'on rédige, par exemple, un courrier sur les pénalités où on serait soumis à des pénalités et on voudrait expliquer que c'est peut-être pas tellement le temps de pénaliser, c'est le temps de s'assurer qu'on va être capable de livrer les produits et que pénaliser quelqu'un qui n'a pas fait le maximum, c'est peut-être un droit. Après, pénaliser quelqu'un qui fait le maximum dans cette situation, c'est peut-être une bêtise, mais ça, chacun regardera comment il agit. Je pense, voilà, c'est peut-être par rapport aux circonstances, traiter la situation, montrer ce qu'on fait et puis montrer aussi ce qu'on ne peut plus faire et que normalement les clients et fournisseurs devraient comprendre. Alors, on a Ah, effectivement… Oui, vas-y, pardon. oui, non, je voulais dire que je vois apparaître un certain nombre de questions. Là, je remercie Franck, Célia et Samuel de nous poser ces questions-là. Et ce que je trouve intéressant dans les questions qui sont posées, en dehors de la question elle-même, c'est la façon dont elles sont formulées, où on sent bien qu'il y a aujourd'hui en fait des interactions qui sont très individualistes. C'est-à-dire que un distributeur va décider ou va envoyer à l'ensemble de ses fournisseurs une procédure qu'il décide de mettre en œuvre, mais sans même les consulter. Il a pris une décision de lui-même et il impose cette décision dans cette période-là à ses fournisseurs. Je trouve intéressant justement de renvoyer ce distributeur à ses obligations, qui sont des obligations qui restent d'ailleurs dans un cadre général de celui de l'équilibre ou du déséquilibre, avec cette notion de déséquilibre significatif. C'est-à-dire que même en temps de crise, et j'allais dire presque surtout en temps de crise, on a intérêt, quelle que soit notre position dans la relation commerciale, à consulter nos partenaires commerciaux avant de prendre une décision unilatérale et de l'imposer à l'autre. C'est du déséquilibre significatif. Un distributeur qui impose quelque chose est un distributeur qui, là, pendant en plus une période relativement difficile, finalement, est concrètement dans le déséquilibre significatif. Donc, c'est intéressant à ce moment-là, justement, de formaliser, de mettre la forme qu'il faut, mais de renvoyer ce distributeur non seulement à ses responsabilités d'acteur de la relation commerciale, puis d'acteur économique, plus largement du système économique, mais aussi à ses responsabilités quant au respect du cadre réglementaire, et notamment à ces notions qu'on va sans doute creuser un peu plus tard. Voilà, donc c'était la lecture de mon intervention. Je trouve que Oui. c'est intéressant ça, du coup, intéressant de vraiment de travailler là-dessus, d'avoir bien ça en tête, essayer d'impliquer vos fournisseurs et vos distributeurs, mais vos fournisseurs également, parce qu'on peut avoir un certain nombre de difficultés avec ces fournisseurs dans les questions qui nous ont été posées au préalable, des fournisseurs qui n'arrivent pas à remplir leurs obligations. Quelle pression vous pouvez avoir auprès d'eux? Je veux dire la même chose, la même pression que vos clients. C'est-à-dire que c'est avant tout une concertation, une discussion. On va faire preuve de bon sens, d'intelligence, voilà, et on va essayer de trouver des solutions ensemble en tenant compte des problématiques que chacun rencontre. Voilà. Et on les met sur la table. Il ne s'agit pas de les ignorer là, cette fois-ci. Mm. Peut-être, du coup, on va mixer un peu notre présentation et les réponses, et il y a peut-être des petits trucs qu'on peut donner comme ça au passage. Je vois qu'il y avait une question qui était posée par Samuel qui s'interrogeait sur les obligations qu'il y avait à répondre, par exemple, ou à notifier par lettre recommandée. Bah, c'est pas très simple parce que la poste est fermée. Alors, un petit truc, la lettre recommandée électronique, ça fonctionne super bien, c'est 24 heures sur 24, et c'est l'équivalent d'une lettre recommandée classique. Et ça, je trouve que la question peut paraître anodine, mais en fait, elle est essentielle parce que potentiellement, on peut dire, bah, moi, j'ai pas pu envoyer de lettre recommandée, et puis s'apercevoir en réalité qu'on avait la capacité de le faire. Donc, ce qui est important dans cette période-là, c'est de ne pas finalement, quelquefois, mais je ne dis pas que c'était l'idée de Samuel, mais de balayer un truc en disant, bah non, ça, c'est pas possible, et puis après, découvrir que c'était possible et avoir potentiellement quelqu'un en face qui nous dit, mais attendez, il y avait une procédure, expliquez-moi en quoi vous n'aviez pas la possibilité d'envoyer une lettre recommandée pour nous le signaler. Ce qui est important, voilà, et c'est du coup important de le voir. Après,
Si le partenaire n'est pas dans l'état de recevoir la lettre recommandée, par exemple parce que ses bureaux lui-même sont fermés, ça, voilà, on a un contrat qui prévoit, nous on a exécuté notre partie. Après, si malheureusement ça n'est pas possible, ça sera autre chose. Il y avait une question qui était posée par Célia que je trouve intéressante. Du coup, peut-être qu'on reprendra l'idée dans la suite, mais c'était sur quid d'une formalisation à date si finalement on ne sait pas tellement dans quelle situation on est et que ça peut vraiment évoluer. Moi, je pense que c'est bien dans cette période-là d'avoir une information régulière. Chaque jour, on va rencontrer des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'on va écrire forcément à nos clients, à nos fournisseurs tous les jours, mais on peut leur écrire, écoutez, à date, voilà les situations. Et puis avoir soit une mesure gouvernementale, soit une difficulté. On sait que la vraie tension qu'on rencontre quand on vend par exemple des produits de grande consommation, c'est le transport aujourd'hui, plus que la production, hein, quelquefois, et plus que la distribution, avec des magasins encore ouverts pour la plupart. C'est vraiment le transport. Bah, aujourd'hui, voilà notre situation. On alerte sur les tensions du transport. Demain, on peut dire, bah voilà, il y a 3 transporteurs qui nous ont expliqué qu'ils ne desservaient plus telle zone en raison du trop grand nombre de droit de retrait exercé par les transporteurs, les chauffeurs. Donc, évidemment, c'est important de prendre contact avec ses clients et à travers ses clients, les organisations, mais bien sûr aussi les êtres humains, c'est ce qu'on disait en introduction, car ils sont aussi touchés par ces phénomènes-là. J'ai une question, là, nous avons une question d'un autre Franck, enfin, qui n'est pas une question, qui est une affirmation où il dit qu'il pense que les tensions se feront, non pas à la reprise de l'activité, mais lorsque les bonifications annuelles n'auront pas été atteintes. C'est évident, c'est évident que la question des bonifications annuelles sera un vrai sujet très bientôt, dans quelques mois. Mais ça sera un sujet qui sera traité très différemment, en tout cas c'est notre conviction, en fonction de la manière dont vous aurez traité la relation pendant la crise. Justement, c'est l'occasion de revenir sur ces éléments contractuels et d'examiner ensemble si finalement les ambitions que nous avions les uns les autres en termes de courant d'affaires pour cette année, comment on va pouvoir finalement se réajuster pour pouvoir les atteindre ou au contraire revoir nos objectifs de manière plus raisonnable, plus raisonnée en tout cas, ou plus ambitieuse, car suivant les secteurs d'activité, suivant les moyens de chacun, il est aussi possible qu'il y ait un certain nombre d'acteurs qui finalement dépassent très largement leurs objectifs de l'année. Alors justement, ça va être quoi la relation à ce moment-là? Donc voilà, c'est important, en dehors de chacun des sujets, de se dire que c'est vraiment la gestion de crise, la relation, la qualité, vraiment la construction de la relation que vous allez pouvoir établir pendant cette phase de crise, qu'elle dure 15 jours ou 2 mois. C'est ça qui va vraiment donner une teinte forte à la manière dont vous allez poursuivre ça. Et puis, on a notre ami Rénal qui a une autre question, mais peut-être que ça, tu voudrais y répondre, Nicolas, au Alors, sujet je de vais la regarder. non-exécution du contrat. Voilà, je vais regarder parce que je pense que ça, c'était intéressant de rebondir juste sur la question de Franck. On va en parler, on va parler tout à l'heure d'imprévision. Hum. Euh, et je pense que là, on va effectivement évoquer. Alors moi, je vois pas parce qu'en fait, ah oui, ça y est, je vois la question. Parce que en fait, vous avez normalement quelque chose pour faire de la conversation et quelque chose pour poser des questions sur quelque chose qui doit s'appeler sur votre écran Q&A. Et voilà, c'est plutôt ça qu'il faut Oui. utiliser parce que sinon, on les voit mal les autres. Euh, 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 alors, la question, c'était à partir de quel moment considérons-nous la non-exécution du contrat dans un contexte d'activité hors norme? Mais en fait, la non-exécution du contrat, c'est par rapport à ce qu'on avait prévu au moment de la conclusion du contrat, parce que c'est bien à cette date-là que l'on va se poser la question. Donc, la question va, en fait, je pense que la question de la non-exécution, elle est assez simple. J'avais prévu ça, par exemple, j'avais prévu un contrat dans lequel j'avais le droit de ne pas livrer s'il y avait des commandes exceptionnelles qui dépassaient un certain niveau. OK, les commandes qui sont passées dépassent ce niveau-là, bah, je regarde le contrat et donc j'ai le droit de ne pas l'exécuter. La question qui va plus se poser, c'est pas tellement est-ce que j'ai exécuté ou pas exécuté le contrat, c'est à partir de quel moment j'avais le droit de ne pas l'exécuter. Et c'est là où on peut faire appel à la force majeure. Alors, pour revenir un peu sur le sujet de la force majeure, euh,
On a donc la force majeure contractuelle. Allez voir vos contrats. Franchement, allez voir vos contrats. Allez voir, on en parlera tout à l'heure, pour ceux qui sont dans un système où la négociation commence par des conditions générales de vente, notamment dans les relations fournisseurs-distributeurs. Allez voir aussi vos conditions générales de vente, c'est le socle de la négociation. Ça peut être intéressant. Il se peut que ni le contrat, ni même l'offre de contrat n'ait prévu cette question de la force majeure. Dans ce cas-là, on ira voir simplement le code civil, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce que c'est imprévisible? Est-ce que c'est irrésistible? Est-ce que ça échappe à mon contrôle? Est-ce que ça m'a empêché d'exécuter les obligations? Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est il n'y a pas forcément d'empêchement total, hein, donc empêchement partiel. Donc, du coup, je trie bien entre les obligations que je peux exécuter et les obligations que je n'exécute pas. Il y a une question que je dois aussi me poser, c'est est-ce que c'est un empêchement temporaire ou un empêchement définitif? Empêchement définitif, si je devais exécuter à une date précise un service ou vendre un produit livré précisément à cette date, il peut y avoir un empêchement définitif. Mais ça peut être aussi un empêchement temporaire où il peut y avoir suspension, hein. L'effet de la force majeure peut être un effet suspensif. Ce qu'on sait, le Code civil nous dit, c'est 1218 pour ceux qui voudront aller regarder, si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351.1. OK. Alors, très bien. On a soit pas de contrat, dire du coup une situation qu'il faut regarder par rapport à la loi, soit un contrat, on va regarder les dispositions du contrat. Attention parce que ce contrat peut s'avérer être sur cette clause-là déséquilibré. Je m'explique. Même si ce n'est pas une clause qui est souvent étudiée, on peut imaginer une partie forte dans la relation contractuelle qui a soumis l'autre à un certain nombre de dispositions qui peuvent s'avérer déséquilibrées. Par exemple, je pourrais très bien avoir un contrat qui prévoit que, en tout état de cause, le contrat doit être exécuté indépendamment de la force majeure. Alors, je ne les vois pas, mais j'imagine un certain nombre de juristes sourire en disant hey, c'est pas possible, on ne peut pas avoir des contrats comme ça. Si, ça peut exister et quelquefois on peut le laisser passer tout simplement parce qu'on dit bon, la force majeure c'est quoi? Et finalement on se rend compte que la plupart du temps, quand on parle de force majeure, c'est pas réellement de la force majeure et que c'est peut-être une des premières fois où on rencontre, sûrement une des premières fois qu'on rencontre un cas aussi important, mais une des premières fois où on a appliqué ce concept. Et donc c'est de se dire ok, j'ai peut-être une clause qui m'est extrêmement préjudiciable, mais elle n'est pas forcément totalement valable parce qu'elle pourrait être considérée comme la soumission, la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif. Et donc, quand j'ai fait mon screening du contrat, si je trouve des clauses dont je me dis on me force à l'exécution indépendamment de la force majeure, ça peut être un sujet que je peux garder pour la suite ou que je peux tout de suite soulever dans mon devoir d'information de mon contractant en disant écoutez, il y a cette clause, mais manifestement, cette clause, je la jugeais comme déséquilibrée. Ça peut être une clause qui traite de la force majeure, mais ça peut être une clause très différente. Par exemple, une clause de pénalité qui n'a jamais eu l'occasion de s'appliquer parce que j'ai toujours livré assez correctement mes produits, réalisé correctement mes services, et tout d'un coup, on commence à m'appliquer ces pénalités. Je peux dire, écoutez, moi, je considère que cette clause est susceptible d'être rendue nulle, en tout cas d'engager votre responsabilité au titre du déséquilibre significatif. Bon, bien évidemment, voilà, on ne va pas passer 2 heures là-dessus, mais il faut aller regarder dans quelles conditions. Par exemple, est-ce que j'ai essayé de négocier la clause ou est-ce que je l'ai laissé passer comme ça? Voilà, est-ce que vraiment on m'a soumis? Enfin, il y a un certain nombre de sujets à aller regarder, mais ça peut être intéressant. On se dit quand même qu'on va avoir quelques actions à ce sujet sans doute à l'avenir. Peut-être aussi un sujet, ne jamais oublier que l'un des principes fondamentaux quand même d'exécution des contrats, c'est l'obligation de bonne foi. Donc, il faut toujours regarder quand même, quand j'exécute mon contrat, si j'ai fait preuve de la bonne foi nécessaire. Voilà. Ça, c'est pour la force majeure. La force majeure, elle a cet énorme avantage de nous décharger des obligations prévues au contrat. Il y a un deuxième concept qui va s'appliquer, peut-être du coup le troisième mot sur Google, un peu moins connu, plus récent en France, hein, très connu chez les anglo-saxons, c'est imprévision, qu'on appelle également hardship. Et ça, je vous lis l'article juste pour que vous l'ayez en tête. Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat
rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son contractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation et le contrat par la suite dit que, pardon, la clause, enfin l'article, je vais y arriver, dit ensuite que si on n'arrive pas à se mettre d'accord, le juge peut intervenir. Euh, la question qu'on va se poser, on aura finalement trois situations. Soit cette clause d'imprévision, elle est prévue au contrat, on a une clause d'imprévision, sans doute retravaillée. Très souvent, par exemple, on a exclu l'intervention du juge, parce qu'à l'époque, on se disait oh, surtout pas que le juge intervienne sur nos contrats. Peut-être qu'aujourd'hui, on se dit bah, tiens, ça aurait peut-être été intéressant que le juge intervienne sur nos contrats. Voilà, mais en tout cas, on regarde la clause. On peut avoir des contrats où c'est exclu. Et là encore, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, n'est-ce pas du déséquilibre significatif que d'exclure la possibilité pour une des parties de pouvoir faire jouer l'imprévision, surtout si ce n'est pas symétrique, mais même si c'est symétrique, et puis il peut ne rien avoir, et à ce moment-là, effectivement, dans ce cas-là, c'est l'article du Code civil, hein, c'est une disposition supplétive qui s'appliquera. Vous voyez bien qu'on est dans deux natures différentes. Hein. D'un côté, on peut dire exclusivement onéreux, hein, pour parler clairement, ça me coûte cher, et donc du coup je souhaite renégocier, et de l'autre côté, force majeure, on dit désolé, je ne peux plus l'exécuter, et je ne suis plus tenu de l'exécuter. Donc on est vraiment sur deux notions différentes, et peut-être d'ailleurs parallèles. On peut très bien avoir un contrat sur lequel un certain nombre de dispositions, je ne peux plus les exécuter, et peut-être que ça a les caractéristiques de la force majeure. D'autres dispositions, ce n'est pas que je ne peux plus les exécuter, mais c'est qu'elles sont devenues excessivement onéreuses. Et peut-être à travailler ces deux concepts de manière parallèle. Je ne sais pas, Philippe, si tu voulais prendre la parole à ce stade. Ben, non, je trouve toujours intéressant d'avoir cette lecture très contractuelle, parce que c'est important dans la relation, hein, de voir comment on peut s'appuyer sur un cadre réglementaire qui peut être fort utile pour nous dans certains cas, pour nos clients, pour nos fournisseurs dans d'autres. Je crois aussi que ce cadre-là suppose qu'il y ait une certaine stabilité dans les organisations et dans les relations. Or, dans les temps que nous avons en ce moment, cette stabilité, elle n'est pas là. Donc, je pense que c'est vraiment important de garder toujours en tête que s'il est clair que la connaissance, une bonne connaissance du cadre juridique et de ses subtilités, notamment en ce qui concerne la force majeure, est importante, il n'empêche que plus important encore, ça va être la manière dont vous allez pouvoir gérer avec vos clients et vos fournisseurs les ajustements nécessaires quasiment au jour le jour, et les décisions que vous allez prendre en commun face aux situations que vous allez pouvoir partager. C'est ça qui est important, c'est que la situation d'un client, au jour le jour, elle va changer. Donc, il faut garder et son organisation et la réponse de son organisation va changer par rapport aux événements. Et donc, il est important que vous puissiez garder un lien et une communication, j'allais dire, presque permanente, donc très régulière, pour que vous puissiez vous ajuster en permanence. Là, c'est plus que jamais, cette notion d'ajustement et de flexibilité va être importante. Et la connaissance du cadre, elle est notamment nécessaire quand vous êtes face à des partenaires qui, tout d'un coup, eux, prennent une position très, très, très rigide, très unilatérale. Et cette position indiquant clairement que vous allez être dans l'impossibilité de pouvoir maintenir la relation dans des conditions normales pour vous, soit qu'ils mettent eux-mêmes par leurs décisions à mal les engagements contractuels que vous aviez. Je prends au hasard un distributeur ou un client qui décide tout d'un coup, de façon unilatérale, de reporter les délais de paiement de ses fournisseurs d'un mois ou deux. On ne sait pas pourquoi, il a pris la décision unilatérale. Tout ça, par exemple, pour pouvoir répondre de manière favorable au règlement des salaires de ses collaborateurs. C'est louable, mais prendre cette décision de manière unilatérale, ce n'est pas légal, y compris en cas de crise. Donc, il y a besoin dans ces cas-là de faire appel au cadre réglementaire. Mais c'est aussi nécessaire, dans ces cas-là, de rappeler, y compris à ces acteurs-là, que ce n'est pas en prenant des décisions de leur côté qu'ils vont résoudre leurs problèmes, c'est bien par la concertation, le partage et la co-construction qu'on arrive à trouver des problèmes, à trouver des solutions. Voilà. Et je vois une question d'Alain François
que je trouve intéressante, mais du coup qui ne me concerne pas directement et qui parle d'un de ses clients qui mentionne un article du Code civil. Est-ce que ça te dirait quelque chose, ça, Nicolas, cet article du Code civil? En fait, le problème, c'est que je vois pas cette partie-là sur mon écran. Donc, Ah, si tu me dis dans qu'il les s'agit… Q&R, normalement, tu dois avoir un petit truc avec la liste des Oui, si questions tu me donnes et le numéro, réponses. si tu me donnes le numéro, ça va aller. Numéro, je ne l'ai pas, mais c'est l'article du Code civil, c'est le 1195, pardon. Voilà, c'est ça. 1195 du Code civil, qui permettrait, selon ces distributeurs, nous dit Alain François, de renégocier et ou suspendre les règlements d'échéance à date. Sympa. Eh bien voilà, c'est exactement ce dont je viens de parler en fait. Donc merci pour l'élément. C'est le changement de circonstances imprévisibles. Voilà. Le changement de circonstances imprévisibles, le 1195, tu voulais parler, Philippe? Non, pas du tout. Ah pardon, j'ai entendu un bruit. Euh, Ça doit être autour de moi. Pourtant, j'ai interdit à tout le monde de rentrer à la pièce. Si, c'est l'article, hein. Si un changement de circonstances imprévisible lors de l'exécution du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse par une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son contractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. Là, je vais dire, c'est pas une question d'être juriste ou pas, hein, c'est une question de lire, hein. Ouais. C'est très clair. Donc là, c'est absolument pas un article qui nous permet comme ça de tout d'un coup payer tardivement. Il y a quelque chose qui est intéressant. Non, mais pardon, excuse-moi. Donc, justement, j'en profite. C'est typiquement le cas de. Je trouve ça vachement intéressant parce que je trouve. Enfin, j'allais dire, on pourrait presque être immédiatement alerté lorsqu'on a comme ça enfin, assez immédiatement un client qui mobilise un article du Code civil. On peut se dire finalement, il parie que sur les 1000 courriers qu'il va envoyer, il y en a bien 900 qui ne vont pas les gratter pour savoir ce que c'est que ce Code civil et vont se contenter de dire oh les salauds, ils vont pas nous régler. Donc là, c'est vraiment le cas typique où en se renseignant un petit peu et même sans être juriste, en lisant l'article, on se dit mais attendez monsieur, je suis désolé, mais ça n'a juste rien à voir et rien ne vous autorise à vous prévaloir de cet article pour changer nos conditions de règlement qui elles sont contractuelles, doublement contractuelles. Ouais. Donc ça montre que ça n'est pas parce que je cite un article de la loi que je le cite justement. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Je voulais reprendre, voilà, parce que on avait fait effectivement un certain nombre de recherches. C'est Jessica qui a regardé ça chez nous, et donc je regarde ce qu'elle avait mis là-dessus. Oui, ce qu'on avait regardé, c'est qu'en plus, l'obligation de paiement est une des rares obligations qui ne peut pas être soumise au cas de force majeure. Ça a été jugé par la jurisprudence parce qu'en fait, c'est très rare qu'on soit dans une situation où on ne peut pas matériellement payer. Ce qu'a dit la jurisprudence, c'est que ça pouvait justifier un retard de paiement. Vous subissez un cas de force majeure. Bon, j'ai du mal à imaginer, mais vous subissez un cas de force majeure parce que, par exemple, lié à un virus, l'ensemble de vos relations avec la banque sont aujourd'hui suspendues. Vous n'avez pas la capacité de payer. Bon, là, effectivement, vous pouvez avoir un cas de force majeure temporaire et donc vous allez avoir un retard de paiement et on peut considérer que c'est le cas. Mais dire j'ai un cas de force majeure qui m'empêche de payer, bah, non. Vous avez de l'argent, vous l'empruntez, sinon je vous poursuis et la situation après, c'est le dépôt de bilan. Voilà, donc en plus c'est lié à ça. Je pense qu'on a quelque chose qui est important autour de ces retards de paiement, d'autant plus pour des commandes qui ont été totalement exécutées. Moi, je suis frappé d'une chose, c'est que… Ça a coupé une grande partie Pardon. de ce que tu disais. Ah bon. Bon. Alors, je ne sais pas si tu m'entends, Philippe. Il n'y a que toi qui peux me dire si tu m'entends. Ouais, moi, je ne peux pas faire grand-chose. Quelques questions qui viennent, oui, je ne sais pas si tu m'entends, qui viennent d'être posées. Où j'ai voilà, quelques commentaires. Les distributeurs annulent des commandes et parfois c'est leur fournisseur qui ne peut fournir alors qui des non-livraisons ou des annulations l'emportera. Toujours pour les négos de BFA, même si nous devons nous concerter au maximum, bien sûr. On ne peut pas prédire et on ne peut pas surtout avoir une règle générale sur à qui la faute sera, enfin,
à qui on attribuera la faute entre les défauts d'approvisionnement et les défauts de commande. Je ne pense pas que ce soit une logique, en tout cas un raisonnement qui soit j'allais dire, valable par les temps qui courent et qui sera encore moins lorsqu'il s'agira de rétablir des relations un peu plus habituelles. Ce qui est vraiment important, c'est dans des conditions-là, on va avoir ce type de réaction et des fournisseurs et des distributeurs et des clients et des fournisseurs. Ce qui est important à chaque fois, c'est de ramener, il nous semble, de ramener au cadre réglementaire, c'est rappeler ce que dit la loi. Et Nicolas, je pense, bien clarifier dans quelles conditions on pouvait faire appel à d'éventuelles forces majeures, mais ça peut aussi se négocier, bien sûr, et se discuter. Donc, rappeler ce que dit la loi et puis surtout être force de proposition pour essayer de trouver des solutions. C'est avec des clients qui annulent des commandes. Très bien, pourquoi ils annulent ces commandes? Qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté autour de ça? Qu'est-ce que ça nous cause, nous, comme difficulté? Est-ce qu'on a de vraies difficultés autour de ça? C'est ce que finalement, un client qui annule des commandes, ça ne serait pas très utile pour un autre client que lui, on ne pouvait pas, qu'on pouvait pas servir. Enfin, voilà, je pense qu'il y a un moyen de discuter et de négocier autour de ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, c'est la manière dont on va gérer cette période-là qui va par la suite nous donner des éléments clés sur l'interprétation, les résultats des contrats. Plus il y aura de tension dans cette période et plus vous retrouverez de la Philippe, en fait, ça coupe beaucoup. l'exercice. Il s'agira, comme l'un d'entre vous l'a dit, de pouvoir examiner Philippe, ça coupe. l'état. Tu voulais dire quelque chose, Nicolas? Oui, oui, parce que tu coupes, en fait. Tu as une mauvaise connexion là. Donc, je vais reprendre le fil. En fait, voilà, ce qu'on a évoqué là, c'est vraiment la question de regarder en quoi l'exécution est justifiée ou pas. Moi, je suis frappé de voir, par exemple, certains opérateurs économiques réaliser des niveaux d'activité sans précédent et pour autant expliquer qu'ils ne vont pas payer les commandes qui ont déjà été livrées, qui ont permis d'exécuter ça. Et là, je pense qu'il faut répondre. Ce n'est pas parce que la période est difficile pour tout le monde qu'il ne faut pas répondre assez sèchement à ces sujets-là. Sur les BFA, je pense que le sujet, ça sera vraiment le sujet de l'imprévisible.